Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Alors aujourd'hui une petite vidéo de mise à jour. En fait le gouvernement le 20 juillet a mis à jour sur leur site internet de l'immigration, réfugiés et citoyenneté les dernières informations par rapport à la pandémie et par rapport à l'entrée sur le territoire canadien, qui en fait est quasi nul, pour résumer ce que je vais dire tout de suite après dans la vidéo. Ça me permet en même temps de faire peut-être un petit point d'éclaircissement, parce que c'est vrai que tout ça est un petit peu fouillis, même quand tu regardes sur leur site internet, et tu pourras aller voir, hein, et comme d'habitude je vais mettre le lien dans la description. Il y a certaines choses qui sont dites et d'autres choses qui sont dites par après, donc c'est des fois un petit peu difficile d'y voir clairement. J'ai essayé du mieux que je pouvais justement d'aller regarder un petit peu toutes ces informations là et du coup de donner un message peut-être un petit peu plus clair que ce qu'ils ont sur leur site internet. À la fin de la vidéo aussi, j'ai trouvé, tu verras, des chiffres en matière d'immigration au niveau de Statistique Canada, hein, qui est un consortium, pas un consortium, mais oui, un consortium du gouvernement du Canada, un groupe du gouvernement du Canada, qui fonctionne avec immigration et citoyenneté, qui fonctionne avec toutes les branches du gouvernement, et qui a donné un petit peu comme ça des chiffres plus ou moins, pas plus ou moins, carrément catastrophiques par rapport à l'immigration. Et donc on verra ça ensemble, on va essayer d'y voir plus clair tout de suite. On voit ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors pour commencer, on va peut-être rappeler qu'est-ce qui se passe exactement sur ce site internet-là. C'est quoi en fait les directives qui sont données par le gouvernement du Canada. Et la plupart, et je suis sûr que tu es déjà au courant, bref, le Premier ministre Justin Trudeau avait annoncé, hein, quand la pandémie avait débuté, ce qu'on appelle des restrictions de voyage, c'est le terme qu'ils utilisent sur le site internet, qui limitent les déplacements en fait en direction du Canada. La plupart des ressortissants étrangers ne peuvent pas se rendre au Canada, c'est un petit peu ça que ça veut dire, même s'ils possèdent un visa de visiteur valide ou une autorisation de voyage électronique AVE, ça ne fonctionnera pas. Plus particulièrement, ce qu'ils disent sur le site, ils veulent dire par là qui peut entrer au Canada, hein, c'est la question qu'ils posent, les citoyens canadiens. Alors quand tu es citoyen canadien, tu peux toujours revenir au Canada, et ils te découragent, hein, ici quand tu es au Canada, de voyager à l'extérieur du Canada par avion. C'est très très découragé, ils ne veulent absolument pas que tu le fasses. Très très découragé, ça se dit pas, mais ils veulent absolument pas que tu le fasses. Donc de toute manière, c'est ça, ils veulent pas utiliser un petit peu cette façon-là qu'ils ont au gouvernement de rapatriement des citoyens canadiens. Ils rapatrient uniquement les citoyens canadiens qui sont déjà pris à l'étranger qui sont restés à l'étranger depuis un certain temps donné. Il est hors de question que tu partes comme ça en vacances et pour après bénéficier du système de rapatriement. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Les résidents permanents, on va revenir peut-être plus en détail là-dessus par après. Les réfugiés, certains étudiants étrangers, mais pas tous, ça aussi on reviendra là-dessus. Et évidemment, ce qu'on appelle le personnel essentiel. Le personnel essentiel, ça revient tout le temps sur le site internet. En fait, quand j'ai fouillé un petit peu plus en amont, ils veulent dire par là du personnel médical, par exemple. Donc il y a du personnel médical qui a priori transite entre les pays, des chercheurs qui sont en rapport avec la pandémie, des gens qui travaillent dans l'import-export au niveau des marchandises, le transit de marchandises entre pays, et tout ce qui est service frontalier, donc des gens qui pourraient travailler aux frontières, etc. etc. Il y en a d'autres, mais les principaux, c'est ceux-là. Ça, c'est ce qu'on appelle du service essentiel. Ces gens-là, s'ils font des demandes de papier, par exemple, eux vont passer avant tout le monde, ils vont passer en priorité et ils vont avoir tous les droits, ils n'auront pas de restrictions de voyage, ils vont avoir tous les droits auxquels toi, tu n'as pas droit. En fait, hein, ils seront exemptés, grosso modo. Pour les étudiants, ils détaillent peut-être un petit peu plus précisément. Ils disent que si tu n'as pas obtenu encore ou si tu n'as pas encore demandé un permis de travail, un permis d'études, pardon, ils expliquent, en raison des répercussions de la Covid-19, nous ne pouvons pas traiter les demandes normalement et nous ne pouvons pas fournir des délais de traitement précis. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement sur le site internet. Ce sont comme ça 2 phrases que tu vas voir qui reviennent tout le temps, et c'est aussi pareil pour les résidents permanents.
Quand tu immigres ici, et on va revenir là-dessus après aussi, si c'est possible pour toi, si par exemple tu es résident permanent, il faut absolument que tes membres de famille directs t'accompagnent, je vais revenir dessus, et qu'ils soient naturellement acceptés. Donc ça comprend conjoint, conjointe, enfant à charge, parents ou beaux-parents, gardiens ou tuteurs. Et également, ce qui revient aussi beaucoup sur le site internet, absolument de fournir, on va revenir aussi là-dessus après, un plan de quatorzaine précis qui est obligatoire, c'est-à-dire que tu dois absolument t'isoler quand tu arrives ici au Canada. C'est la priorité pour le gouvernement. On continue. En ce qui concerne les demandes de résidence permanente, on va retrouver exactement la même chose dont je viens de parler sur le site internet. C'est-à-dire, je te le répète, c'est exactement ce qui est écrit, je fais juste citer. À cause du Covid-19, nous ne pouvons pas traiter les demandes normalement et nous ne pouvons pas fournir des délais de traitement exacts. C'est toujours ça qui revient. En même temps, quand tu vas aller regarder sur le volet résident permanent, plus particulièrement, ils écrivent aussi en gros priorité aux Canadiens qui veulent revenir au Canada et aux personnes qui fournissent un service essentiel. Exactement ce que je viens de dire en début de vidéo, ça revient encore et encore. C'est pour ça que je le répète parce que sur le site, ça revient tout le temps. Ça, par contre, un point vraiment important à signaler et que je trouve vraiment très important, nous ne fermons ni ne refusons aucune demande en cours. Donc ça, c'est quand même très bien. Et il donne un délai, ça je vais revenir là-dessus peut-être un petit peu plus particulièrement, il donne un délai de 90 jours, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, supplémentaire pour les documents. C'est-à-dire que si tes documents sont expirés ou arrivent à échéance dû au délai de traitement qui sont relativement longs, tu vas avoir un délai supplémentaire de 90 jours. Ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est que c'est renouvelé automatiquement jusqu'à la fin du processus et que tu n'as pas besoin de communiquer avec les services pour le renouvellement. Ça, c'est un point que je ne savais pas et que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que si jamais tu es en panique totale parce que tu te dis « Mon Dieu, mes documents sont arrivés à expiration, il faut absolument que je les contacte, qu'est-ce qui va se passer ?» Tu n'as pas besoin de les contacter, ça se renouvelle automatiquement dans un délai de 90 jours. Autre point par rapport à ça aussi, il le dit sur le site internet, ils vont donner en priorité la résidence permanente à tous les gens qui sont sur le territoire canadien. Donc tous ceux qui sont en attente d'une résidence permanente vont être prioritaires, ceux qui sont déjà au Canada vont pouvoir obtenir la résidence permanente quasi normalement, je te dirais, sauf qu'avec des délais de traitement quand même beaucoup plus longs. Et tous les gens qui ont fait leur demande de résidence permanente, là on parle de la résidence permanente, avant le 18 mars de cette année. Encore une fois, les traitements vont être plus longs, mais tu risques de recevoir quand même ton CSQ et tu risques de recevoir les papiers dont tu aurais besoin pour obtenir ta résidence permanente, c'est possible. Les autres, très compliqué, quasi impossible, je te dirais. Alors, on va arriver du coup dans le vif du sujet par rapport à ça. Pour assurer la sécurité de tous, je cite encore une fois le site internet, Service Canada a temporairement suspendu la collecte des données biométriques jusqu'à nouvel ordre. Quand tu regardes sur leur site internet, un petit peu plus après en arrière, au fil des pages, tu te rends compte que le service des données biométriques est complètement fermé et que aussi le centre de réception des demandes de visa, le CRDV, je ne sais plus comment ils disent, est complètement fermé aussi. Ces deux centres-là sont à service minimum et sont ouverts uniquement pour les personnes essentielles. Et évidemment, ceux qui sont prioritaires. Ce qui revient un petit peu au même. Donc c'est ça. On voit que tu ne peux pas obtenir d'autorisation de voyage électronique de la part du Canada et tu ne peux pas obtenir de visa si tu es un pays qui ne fonctionne pas avec la VE et qui demande absolument d'avoir un visa de touriste ou un visa visiteur. Ça ne fonctionnera pas, ça ne marche pas. Si ta résidence permanente est approuvée, mais que tu es à l'extérieur du Canada, il faut que tu vérifies que tu sois exempté des restrictions de voyage dont on a parlé tout à l'heure. C'est ce qu'ils disent encore et encore sur le site internet également. Pour le moment, ça aussi, c'est assez intéressant, interdiction totale d'entrée au Canada pour les raisons suivantes: tourisme, loisirs, divertissement, ou même, et ça aussi c'est intéressant, pour finaliser ta demande de résidence permanente, si ton objectif n'est pas de t'établir au Canada en même temps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que si jamais tu avais l'intention de venir en voyage ici pour faire valider ta résidence permanente,
rester par exemple une semaine au Canada et retourner dans ton pays d'origine juste pour que ta résidence permanente soit validée, ça ne fonctionnera pas. C'est impossible. Ils vont te demander d'ailleurs, avec ton plan de quatorzaine et d'isolation, un plan précis de tes objectifs suivants de vie que tu vas avoir ici au Canada. Qu'est-ce que tu vas faire dans les mois qui suivent? Qu'est-ce que tu vas faire dans l'année en cours? Donc c'est un petit peu ça l'idée. Tu es obligé, quand tu arrives ici, de t'établir au Canada. C'est hyper important. D'ailleurs aussi, pour le plan de quatorzaine, je vais en parler tout de suite, il te demande d'avoir un plan très précis quand tu arrives ici, dans l'avion, avec le logement, où est-ce que tu vas être exactement, et ils vont, à l'heure actuelle, ça a été mis en place il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui possiblement vont venir te contrôler chez toi. Donc on voit que c'est plus que sérieux dans l'histoire. Si tu habites au Canada, ça c'est aussi assez intéressant à savoir, je ne le savais pas, et que tu es en processus pour demander ta résidence permanente, il y a une annulation qui a été faite de tous les rendez-vous d'établissement de la résidence permanente en personne. Ce qui veut dire par là, c'est que tu ne peux pas aller chercher tes papiers en personne, mais que ça continue à fonctionner via Internet et via l'ordinateur. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu peux quand même continuer à essayer de demander ta résidence permanente en étant au Canada. C'est juste que les délais de traitement sont vraiment beaucoup plus longs. Donc, comme je disais, tu ne peux pas te rendre au Canada pour faire valider ta résidence permanente. Comme il le dit sur le site internet, je vais te citer ce qu'ils disent exactement, ce voyage n'est pas considéré comme étant essentiel et vous ne pourrez pas obtenir la validation de cette façon. En raison de la Covid-19, nous avons un nouveau processus de confirmation du statut de résident permanent qui se fait complètement en fait par internet et qui est un petit peu long, c'est clair. Alors, je vais citer aussi ce qu'ils disent sur le site internet parce que ça aussi c'est quand même très important et très intéressant. Si nous avons déjà approuvé votre statut de résidence permanente, mais que vous ne pouvez pas vous rendre au Canada avant l'expiration de vos documents, que vos documents ont expiré, c'est aussi une autre possibilité, ne communiquez pas avec nous avant d'être prêt à vous rendre au Canada. C'est ce volet-là que je trouvais, cette partie-là que je trouvais intéressant, c'est que si tes documents sont expirés, il n'y a pas à paniquer, ils le savent, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du délai de 90 jours et du renouvellement automatique de toute façon, mais si jamais tu veux communiquer avec eux, mais tu communiques avec eux que quand tu es prêt à te rendre au Canada, que tout est prêt de ton côté, ça comprend ton billet d'avion, etc. parce qu'ils vont te le demander. Il faut déjà que tu aies une réservation ou un billet d'avion, quelque chose comme ça qui soit en branle. Il faut que tu aies ta location pour tes 2 semaines d'isolation. Si c'est une location ou si c'est chez, peut-être pas chez un ami, tu n'as pas le droit, mais si c'est une location par exemple ou un endroit comme ça d'isolation, il faut absolument que ce soit précis, clair et net. Et tout ça, en fait, ton dossier, il faut que tout ça soit à jour, y compris en fait pour ton conjoint, conjointe, enfant à charge, etc. Il faut que leurs papiers soient à jour, il faut absolument qu'ils t'accompagnent parce qu'ils ne pourront pas venir te rejoindre s'ils ne t'accompagnent pas à ce moment-là. Il faut vraiment que tu partes avec ta famille, si c'est ça ton plan, et s'ils étaient inscrits comme ça sur tes demandes de résidence permanente comme conjoint, conjointe, etc., il faut qu'ils le soient. Très difficile à l'heure actuelle d'obtenir un visa. Je l'ai dit, le centre des visas est fermé. Donc là, on voit qu'on tape un mur, justement. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Tu peux avoir ta résidence permanente, par exemple, en ce moment, mais absolument pas avoir de visa. Si tu n'as pas de visa, tu ne peux pas venir. Ou une autorisation de voyage électronique. Donc on voit que, ok, tu as ta résidence permanente, mais en fait, tu ne peux pas venir, quoi. C'est juste... c'est un petit peu ça qu'explique le site internet dans les grandes lignes. Si tu es prêt à te rendre au Canada, il va y avoir un formulaire web à utiliser afin de dire quand et pourquoi. Tout est très précis, hein, comme je le dis et que j'arrête pas de le répéter. Formulaire web, évidemment, comme je vais mettre le lien dans la description, tu vas aller pouvoir naviguer sur le site internet et retrouver le lien du formulaire web qu'ils ont mis sur leur site pour voir exactement ce qu'il en est. Tu as évidemment, je l'ai dit encore une fois et le souligne, tu viens au Canada uniquement et tu deviens résident permanent uniquement si tu as l'intention de t'y établir, pas temporairement, hein, de t'y établir. Donc, on en est là. C'est ça. J'ai plus rien à dire. Je terminerai donc au niveau des chiffres, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, je voudrais rappeler ce qu'avait dit Stéphane Gracia la dernière fois au niveau du portail Arima et non du PVT. Hein. Je m'étais trompé dans la vidéo, mais je l'avais écrit. Je ne sais pas si tu l'avais remarqué. Donc, qu'il y avait eu juste 7 personnes
qui avaient été acceptés dans cette ronde d'invitation. On voit que c'est très peu et ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Il était écrit, ce que je disais tout à l'heure en fait par rapport, je vais peut-être finir ce que je disais, par rapport à l'acceptation des gens qui vivent déjà ici au Canada a priori. Alors, avant de parler des chiffres, peut-être un petit élément qui est quand même assez intéressant, c'est si jamais tu es chanceux, que tu obtiens ta résidence permanente et que tu peux venir ici au Canada, le gouvernement du Canada te donne accès à une application mobile qui s'appelle Arrive Can. Arrive, comme c'est écrit Arrive, et C-A-N. Arrive Can, je vais essayer de mettre le lien dans la description, mais c'est une application mobile, hein, donc il va falloir que tu le loades directement sur ton téléphone. C'est accessible dans l'avion et ça te permet de gagner énormément de temps au niveau des douanes. Évidemment, c'est tout en rapport avec le Covid-19, la Covid-19, la pandémie, la Covid-19, au niveau des symptômes, au niveau de certaines choses comme ça. Et tu vas perdre beaucoup moins de temps. Et aussi, eux, ils sont très contents parce que ça limite les contacts humains. Parce que tu as déjà rempli des tas de questions sur ton téléphone cellulaire et tu n'as pas besoin de le faire directement à l'aéroport. Le service des passeports ici, c'est peut-être une petite parenthèse, mais quand tu es canadien, le service des passeports canadiens ici est fermé. Ils ne veulent absolument pas que les gens voyagent et ça fait plusieurs mois. Le Canada, pour te donner une idée, à l'heure actuelle, a franchi la barre des 37 900 000 habitants, grosso modo, au 1er avril 2020. Donc on voit qu'on est de plus en plus nombreux et cela grâce à l'immigration. Il y a énormément d'immigration par année. Juste pour te donner une idée, entre janvier et mars, parce que c'est les chiffres qui donnaient justement, il y avait 65 000 personnes qui avaient immigré au Canada, hein, dans l'ensemble du Canada, versus 69 000 en 2020. Les chiffres étaient en hausse en 2020 et en mars, ils ont complètement arrêté. Ça s'est complètement arrêté. Le nombre de personnes, alors ce que j'ai trouvé sur le site internet de Stat Canada, Statistique Canada qui est relié du coup au gouvernement du Canada, tous les sites internet, etc., du gouvernement du Canada, le nombre de personnes ayant obtenu le statut de résident permanent a reculé de 75% au niveau du pays. Et le traitement des demandes est limité aux travailleurs étrangers qui sont déjà au Canada. Donc c'est ce qu'ils disent sur le site internet. Je fais juste citer ce qu'ils disent sur le site internet, c'est exactement ça. Donc on voit 75% de recul en matière de chiffres, c'est énorme. Et traitement demandé, des demandes limitées uniquement aux travailleurs étrangers résidant au Canada. Donc on voit tout de suite que ça correspond à ce que je disais. Les gens qui sont ici au Canada, qui demandent leur résidence permanente, c'est plus long, mais finissent par l'obtenir parce qu'ils n'ont pas besoin de venir, ils sont déjà là. Au niveau des chiffres, ils ont annoncé aussi une baisse de 80% des demandes de permis d'études par rapport à l'année 2019. C'est sûr que ça refroidit les gens et ça c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Moi, si j'étais dans cette situation, je pense que je reverrais mes plans, honnêtement, surtout ne sachant pas quand est-ce que la pandémie va se terminer. Tu es dans une situation bien compliquée. Il y a des gens ici que ma conjointe connaît qui sont étudiants ici et dont leur famille ne réside pas au Canada. C'est très dur pour eux de ne pas voir leur famille, d'être séparés de leur famille. Il y en a certains qui ne supportent pas et qui décident de passer outre et de ne plus revenir au Canada et de changer carrément leur plan de vie. C'est quelque chose que je comprends. C'est quelque chose que je comprends naturellement parce que c'est une situation, je pense, mondiale hyper compliquée et très difficile à gérer pour tout le monde, surtout d'un point de vue personnel et émotionnel. Vis-à-vis de la famille, c'est catastrophique. Ça, moi, je suis chanceux, ma famille est ici au Canada, donc je n'ai pas ce souci-là. Mais ma famille directe. Ouais, Mais, comme moi, là. oui, non, c'est correct, ma puce. Donc, c'est ça. Je terminerai là-dessus. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire à peu près. Donc, on va peut-être résumer ce que je disais. Si tu étais en demande de résidence permanente avant le 18 mars, oui, effectivement, il est plus que possible. Il y a des gens qui m'ont envoyé comme ça des témoignages en disant mais mes papiers avancent, etc. Oui, avant le 18 mars, c'est sûr, tes papiers vont avancer. Ils continuent à traiter ta demande de résidence permanente et tu vas éventuellement l'obtenir. Est-ce que tu vas pouvoir venir au Canada après? Je ne le sais pas. À cause justement du centre des visas qui est fermé, autorisation de voyage électronique qui ne fonctionne plus, je ne sais pas, mais peut-être, possiblement, peut-être, hein, c'est peut-être, mais tu vas pouvoir avoir ta résidence permanente. Après le 18 mars, c'est plus que compliqué, pour pas dire quasiment impossible. Je te renverrai au site, pas au centre, au site internet, le lien est dans la description. Je vais en mettre 2, il me semble. C'est là-dessus que j'ai pêché mes informations. C'est le site du gouvernement du Canada qui verra sûrement plus clair.
Je suis désolé pour ces mauvaises nouvelles, mais c'est comme ça que fonctionne le Canada. Le Canada est encore et toujours hermétique. C'est un terme que j'aime beaucoup utiliser par rapport au reste du monde pour le moment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dernier petit chiffre que j'avais peut-être oublié d'en parler, mais c'est quand même assez intéressant au niveau des demandeurs d'asile, hein, c'est des chiffres qu'ils ont communiqués. Demandeurs d'asile, c'est quand tu viens ici au Canada et tout le temps j'essaye de dire aux gens de ne pas faire comme ça parce que c'est super dangereux par rapport à ta vie, hein, tout simplement. Sont des gens qui viennent ici au Canada de manière illicite et qui demandent comme ça asile au Canada pour diverses raisons. Et en fait, quand tu veux être réfugié, etc., c'est mieux d'aller faire une demande. J'avais fait une vidéo hein, là-dessus, je te renverrai là-dessus si c'est ton cas au niveau des réfugiés, à l'UNHCR, il me semble, l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés dans ton pays ou proche de ton pays si ton pays est en guerre, et de faire eux-mêmes après vis-à-vis d'eux. Tu passes par eux, tu vas avoir une demande d'asile au Canada et tu vas pouvoir venir en tant que réfugié au Canada et ça va être plus facile. Si tu viens de manière illicite, en fait, tu as très peu de chances d'être accepté et le Canada n'hésite pas à renvoyer les gens dans leur pays sans aucun problème. Les motifs pourquoi ta vie serait en danger, par exemple, il faut que ce soit très très sérieux, très sérieux. Donc, tu es mieux de faire une demande directement de ton pays parce qu'en le faisant directement de ton pays, tu as des chances d'être accepté et en venant ici de manière illicite, si tu avais fait la même demande, il y a des chances que tu ne sois pas accepté. Les demandeurs d'asile, on va finir par arriver là-dessus. Je voulais juste détailler exactement ce que j'étais en train de dire. Tu en as à peu près 300 par mois dans tout le Canada. Hein. Tu vois, le chiffre, c'est très peu. Et depuis mars, le chiffre est tombé à 0. Il n'y a aucune demande d'asile parce qu'il n'y a personne qui vient ici. En gros, c'est ça que ça veut dire. Désolé pour les nouvelles, mais je te laisse aller voir le site internet comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, on va terminer. Donc, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et si tu veux deux petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Exactement. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Le compte Instagram qui existe toujours, que tu peux aller voir, que j'actualise, comme je dis d'habitude. Ouais. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye. Ne, ne, ne. Ne.